C'est à vous, Brice Dution. Bien, merci Boris. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette première séance d'échange dans le cadre du MOOC Le tourisme c'est culturel que le Conservatoire des Arts et Métiers a développé avec le ministère de la Culture. Ce que je vous propose dans cette première séance, c'est d'aborder finalement cette séance d'une demi-heure en deux parties. La première partie, je vais synthétiser les questions qui ont déjà été posées sur la plateforme depuis la semaine dernière, depuis l'ouverture. Donc, concernant principalement la première semaine de cours, dont la thématique est le tourisme culturel en 2019. Et puis, durant le deuxième quart d'heure, je répondrai aux questions que vous ne manquerez pas de me poser sur la plateforme. Vous êtes une dizaine, je vérifie, connectés en direct ce soir. Boris, le community manager, enregistre la séance et donc cette séance sera bien sûr en ligne sur la plateforme MOOC de Fun et comme ça vous aurez l'occasion de la regarder si vous le souhaitez. Voilà, en tout cas, vous êtes déjà plus de 4000 à être inscrits à ce MOOC, je vous en remercie, c'est une preuve de confiance et surtout une preuve que la thématique, la relation entre le tourisme et la culture est une question partagée par beaucoup d'entre vous. Sur les plus de 4000 inscrits, il y en a 2800 en France et le reste d'entre vous est un peu partout dans le monde. Il y a une centaine de personnes au Maroc, il y en a un peu moins en Algérie, encore un peu moins au Brésil et puis vous êtes un ou deux dans un certain nombre de pays, francophones ou pas d'ailleurs, je pense à l'Indonésie par exemple, à l'Argentine, au Chili et même en Afrique du Sud. Donc on peut dire que c'est une communauté qui s'intéresse à cette question et je pense qu'on va passer quelques semaines vraiment formidables et tout à fait passionnantes. Voilà, alors Pas mal d'internautes de l'Afrique de l'Ouest, aussi de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens et les Sénégalais, pays que je connais bien par ailleurs, sont nombreux à avoir souhaité suivre ce MOOC. Je vous en remercie et on essaiera bien sûr, si vous le souhaitez, de répondre aussi aux questions que vous ne manquerez pas de me poser sur les situations touristiques et culturelles de vos pays. Voilà, donc pour commencer simplement, d'abord faire une petite synthèse des quelques questions que j'ai lues depuis un certain nombre de jours. Globalement, je vais dire qu'il y a trois catégories de questions qui ont été posées sur cette première semaine. La première catégorie porte en gros sur l'intitulé qui a semblé un peu mystérieux peut-être à certaines et certains d'entre vous, sur la conception de mosaïque du secteur du tourisme culturel et donc je vais essayer de traiter ce sujet-là particulièrement. Le deuxième type de question, j'y répondrai juste après, porte notamment sur comment mettre en dynamique un site touristique et comment développer l'attractivité touristique d'un site culturel. Donc ça, je vais y répondre aussi dans quelques instants. Et puis beaucoup de questions aussi ont été posées, notamment par des publics qui sont en France métropolitaine, sur la situation du tourisme culturel aujourd'hui en 2019, au regard notamment, bien sûr, des événements conjoncturels qu'on connaît, la crise des gilets jaunes, et puis par exemple à Paris, l'incendie du toit de Notre-Dame. Voilà, donc voilà en gros les trois thématiques que je vais aborder. Et puis, bien sûr, pour celles et ceux qui souhaitaient me poser des questions, j'y répondrai durant le dernier quart d'heure. Alors sur la première thématique, la question du tourisme culturel comme étant une mosaïque. Vous avez compris, c'est un peu une allégorie, une parabole qu'on a souhaité donner avec mes camarades, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé sur la conception de ce MOOC. Nicolas Monco, du ministère de la Culture à Paris, Julie Faure, qui est conservatrice en chef du patrimoine à la région Île-de-France, et puis Philippe Verguin, qui est conservateur général du patrimoine au ministère de la Culture. On a souhaité vous montrer que le tourisme culturel est une activité qui est multiple, qui regroupe un certain nombre de secteurs qui sont totalement complémentaires, mais qui ont des activités extrêmement diverses. Quand on parle du tourisme culturel, on peut parler bien sûr du tourisme qui vous vient à l'esprit, c'est-à-dire notamment la visite des musées, des grands sites patrimoniaux. Et vous savez que beaucoup d'études ont été publiées dans le monde depuis de nombreuses années. Je pense à celle de l'OCDE, je pense à celle de la Banque mondiale, je pense à celle, y compris d'ailleurs, du Forum économique de Davos et d'autres,
de la culture ou l'Organisation mondiale du tourisme soulignent que la culture est aujourd'hui le premier facteur de mobilité de déplacement touristique dans le monde. Donc on sait qu'il y a à peu près la moitié des touristes mondiaux qui voyagent à des fins culturelles. Donc ça, c'est un élément, je crois, qu'il faut avoir à l'esprit. La culture est éminemment touristique et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a souhaité créer ce MOOC. Mais quand on parle de culture, on parle de toutes les cultures, c'est-à-dire toutes les pratiques culturelles. Donc ça peut être des musées, ça peut être des grands sites patrimoniaux, mais c'est aussi des cultures qui se sont inscrites au fur et à mesure dans cette chaîne de valeur. Je pense notamment par exemple à ce qu'on appelle les activités dites des arts plastiques. Je pense par exemple au tourisme créatif dont on parlera à la fin de ce MOOC. Je pense par exemple aussi aux festivals, aux grands événements, aux musiques actuelles, bref, des secteurs qui sont complémentaires et qui contribuent à cette chaîne de valeur qui fait qu'aujourd'hui, le tourisme culturel, c'est une mosaïque. C'est une mosaïque en termes d'activité, c'est une mosaïque en termes ou en matière d'activité professionnelle, puisqu'on va beaucoup parler aussi des métiers, des compétences, et entre un conservateur de musée, un guide conférencier, et puis un artiste plasticien ou un musicien qui joue dans un festival de jazz partout dans le monde, ce sont des métiers qui sont différents, mais éminemment complémentaires et qui constituent cette mosaïque de compétences. Et puis, dernier point, une mosaïque également parce que les réalités sont différentes selon les pays. Alors, on a essayé, bien sûr, de décrypter, de décortiquer la situation en France à travers ce MOOC, mais on n'a pas oublié aussi, durant la 4e partie, peut-être que vous avez déjà, par curiosité, regardé un certain nombre, notamment d'entretiens qu'on a menés en France et à l'étranger, on a souhaité aussi présenter la situation dans un certain nombre de pays qui nous semblent remarquables aujourd'hui, que ce soit des pays européens pour lesquels la culture est un ciment, est un fondement essentiel de l'attractivité touristique. Je pense notamment à l'Allemagne et à l'Italie, mais d'autres pays dans le monde, le Canada avec le cas absolument passionnant de Montréal, et puis d'autres pays dont on parlera tout au long de ce MOOC. Je pense par exemple aux Jordaniens qui sont inscrits. On voit, et on le sait très bien, que le site de Petra est tout à fait constitutif de cette attractivité. Donc, la première partie, vous l'avez compris, des sujets que je souhaite aborder avec vous, c'est cette conception de mosaïque que constitue le tourisme culturel, une mosaïque, vous l'avez compris, des secteurs, des compétences, mais aussi des situations et des situations géographiques et géopolitiques différentes, complémentaires, diversifiées. C'est la raison pour laquelle on a souhaité aborder ce sujet-là dès le début. Petit complément d'information aussi, je l'ai dit tout à l'heure en propos introductifs et liminaires, plus de 50% des gens se déplacent dans le monde à des fins culturelles. Vous l'avez compris, ça a une incidence aussi sur les économies locales, on y reviendra, et cette attractivité touristique et culturelle est éminemment constitutive d'une économie à part entière. Et je crois aussi qu'il faut avoir à l'esprit que c'est une mosaïque d'activités, une mosaïque d'économie aussi, dont on va parler durant les 6 prochaines semaines ensemble. Voilà pour le premier type de questions qui ont été posées et qui ont été synthétisées par Boris. Je vais venir maintenant sur la deuxième typologie, c'est-à-dire la relation entre tourisme et culture. Dans le fond, quels sont aujourd'hui les facteurs de compétitivité ou qui font qu'un site culturel peut être attractif? Donc ça veut dire que, on le comprend bien, pour qu'un site culturel soit inscrit dans des circuits touristiques, il y en a bien sûr des milliers dans le monde, il faut que ceci soit constitutif également d'une stratégie touristique. Et on l'a compris, un grand site culturel doit avoir aujourd'hui une vraie programmation à des finalités bien sûr culturelles, mais doit aussi s'inscrire dans des circuits de distribution en lien avec beaucoup d'acteurs touristiques présents sur un territoire. Donc là, je pense notamment, bien sûr, et c'est vrai pour les acteurs privés ou publics d'ailleurs, il n'y a pas de différence fondamentale. Je pense notamment, bien sûr, aux hébergements. On dit d'une prestation touristique que l'hébergement constitue la colonne vertébrale. Je pense
à la restauration, je pense à tous les opérateurs de mobilité, transport ferroviaire, transport terrestre, quels qu'ils soient, des taxis, des nouveaux opérateurs, y compris Uber et d'autres. Et puis, je pense aussi à des agences de voyage réceptives qui peuvent accueillir des touristes nationaux ou internationaux et qui contribuent à cette valorisation d'un territoire, à cette attractivité de territoire. Donc, vous l'avez compris, pour qu'un site touristique culturel soit dynamique, soit mis dans une dynamique particulière, il faut que l'ensemble de ces secteurs soit mis en relation. Voilà, donc ça c'est pour répondre à la deuxième question. Isabelle, j'ai un petit... Ah non, c'est bon. Voilà, donc ça c'est pour le deuxième type de question et je répondrai bien évidemment à vos questions particulières. Et puis, sur le troisième sujet, avec un petit focus français aujourd'hui, mais j'espère bien sûr que toutes les questions ne se concentreront pas sur l'Hexagone, quelle est la situation du tourisme culturel aujourd'hui en 2019 ? Alors, on sort d'une période assez paradoxale et il faut toujours analyser les situations économiques, disons, sur le long terme, c'est-à-dire sur une analyse structurelle, en gros sur une décennie. On regarde sur une décennie, si on se replonge il y a environ 10 ans, c'est-à-dire environ en 2010, la France était déjà la première destination mondiale, attirait, bon an, mal an, un peu moins de 80 millions de visiteurs internationaux, et depuis 10 ans, on a connu une succession de périodes, de difficultés, on va appeler aussi de résilience de la destination, c'est-à-dire de phase de croissance. Deux exemples pour bien comprendre. 2000, les attentats à Paris font que les clientèles internationales, notamment asiatiques et nord-américaines, stoppent leur venue sur le territoire très rapidement. Et 2 ans plus tard, la France retrouve donc là, on est dans vraiment favorable. Et puis, il y a des problèmes de son, ça coupe un petit peu votre intervention là, Brice. Juste, je pense que c'est un problème de casque peut-être, je sais pas. Oui, vous pouvez continuer, c'est bon. Et deuxième exemple, donc après 2015, c'est aujourd'hui 2019, donc c'était la question qui m'a été posée plusieurs fois. Depuis la fin 2018, il y a eu plusieurs épisodes, on est quasiment à une trentaine de week-ends dits de gilets jaunes à Paris et dans des grandes villes, des grandes métropoles de province. Fait que avec les événements, avec la médiatisation de ces événements, beaucoup de visiteurs ont souhaité reporter dans le temps leur venue, à la fois pour les Français à Paris, mais pour les clientèles internationales en France, parce que les médias souvent essayent de synthétiser, voire parfois de rendre un peu caricaturale une situation qui ne l'est pas par ailleurs. Donc ça veut dire que il faut toujours analyser un contexte au regard du temps long et conjoncturellement, on voit bien qu'il y a un certain nombre de difficultés. Mais aujourd'hui, en 2019, force est de constater que les clignotants sont au vert, mais limite orange. C'est-à-dire qu'en termes de fréquentation touristique, on sait que le printemps n'a pas été excellent en France. C'est vrai à Paris, c'est vrai dans plusieurs grandes villes. C'est sans doute moins vrai dans d'autres types de territoires, notamment des territoires ruraux qui sont un peu la bouée de secours ou la bouée de sauvetage pour un certain nombre de visiteurs. Et on voit que les réservations pour l'été qui vient sont plutôt correctes entre le 15 juillet et le 15 août, mais les tendances au-delà ne sont pas excellentes aujourd'hui. Donc la situation n'est pas extrêmement favorable et il y a des conjonctures comme l'incendie, bien sûr, du toit de Notre-Dame de Paris qui, sur le coup, constitue un facteur un peu de curiosité dont beaucoup de visiteurs viennent, mais sur le temps long, bien entendu, les 14 millions de visiteurs qui se pressaient à la cathédrale Notre-Dame de Paris, soit vont se répartir ailleurs, soit certains vont peut-être ne pas venir dans la capitale. En tout cas, la situation en France n'est pas désespérée, loin s'en faut. Le tourisme est une activité majeure de l'économie. Elle le demeurera, il le demeurera. Et la conjonction entre culture et tourisme est une conjonction particulièrement favorable pour le territoire, que ce soit à Paris, mais aussi dans les grandes villes, dans des villes moins importantes, dans des territoires ruraux. Donc il faut avoir confiance, il faut que vous preniez le sens de ce MOOC
qui a vocation à vous donner une culture générale sur ce secteur et vous convaincre que tourisme et culture sont bien intimement liés aujourd'hui et ont vocation à perdurer dans le temps. Voilà en gros les trois types de questions qui m'ont été posées. Donc, je me tourne vers l'écran qui est juste à côté de moi pour voir si d'autres questions m'ont été posées pendant que je parlais. Comme j'ai parlé environ pendant 15 minutes annoncées tout à l'heure, j'ai pris l'antenne. Alors oui, il y a une question de Monsieur Repès qui disait qu'il était tout à fait d'accord avec ce que vous avez évoqué sur l'offre culturelle qui est adaptée aux différents handicaps, mais un des problèmes d'accès aux sites culturels, c'est de pouvoir y venir et il est difficile pour eux de profiter de votre travail d'accessibilité car leur difficulté, c'est le manque de transport adapté pour y accéder. Absolument. Alors là, c'est un sujet essentiel. Quand on parle de mobilité, il y a deux questions aujourd'hui en termes de mobilité et d'accessibilité d'un site. Le premier type de question, c'est aujourd'hui l'offre de transport pour l'ensemble des populations. Vous citez Bibract, je vois, Monsieur Repès, et vous avez raison. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Bibract, Vincent Guichard, qui est le directeur général de Bibract, de l'établissement public culturel, est interviewé dans ce MOOC, donc vous aurez l'occasion de comprendre le site. C'est un site archéologique gallo-romain en plein Morvan, en pleine Bourgogne, qui est un petit peu éloigné des grandes artères de circulation, autoroute ou ligne TGV. Donc l'un des handicaps principaux de ce site, c'est son accessibilité. Donc il faut aujourd'hui, et c'est la volonté notamment de la région Bourgogne-Franche-Comté, se tourner vers une offre de transport à la demande, utiliser d'autres formes de transport, peut-être du covoiturage ou autre, donc des formes nouvelles de mobilité touristique pour que ce site soit moins enclavé et plus fréquenté par des visiteurs. Et puis, oui, je vois 50 minutes de la gare la plus proche qui s'affiche, tout à fait, puisque c'est la gare du Creusot-Montchanin. Et donc, on est obligé de louer aujourd'hui des voitures ou utiliser des transports publics, mais qui sont de façon irrégulièrement programmées pour desservir le site de Bibract. Et puis, quand on parle d'accessibilité touristique d'un site, bien sûr aussi, on s'adresse aux personnes qui souffrent de handicap, dites les personnes à mobilité réduite. Le cas de la France est assez exemplaire, si je veux dire, sur le sujet, puisque une loi visant à rendre accessible l'ensemble des sites a été votée au Parlement il y a de nombreuses années, et tous les sites devaient être équipés pour accueillir les PMR, personnes à mobilité réduite, en 2015. Il y a eu un lobbying relativement important de beaucoup d'acteurs, des transporteurs, qui devaient adapter leurs infrastructures aux personnes à mobilité réduite. Donc ça a été reporté d'une dizaine d'années. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un autre grand sujet sur lequel les acteurs du tourisme et de la culture doivent se mobiliser, c'est le tourisme pour tous, en tout cas l'accessibilité pour toutes et tous. C'est une question essentielle au vu de plusieurs facteurs sociologiques et démographiques, notamment par exemple pour les pays occidentaux, la question du vieillissement de la population, puisque à terme, on le sait, entre 2030 et 2050, la population et le nombre des personnes âgées de plus de 70 ans va quasiment doubler dans l'ensemble des pays européens. Donc c'est une question essentielle. Je crois qu'aujourd'hui, on est un certain nombre, à la fois d'élus, donc c'est-à-dire des gens qui décident de la stratégie, qui décident des grandes lignes, mais aussi surtout des professionnels du tourisme, à être convaincus qu'il faut se mobiliser sur le sujet. Donc vous avez parfaitement raison de poser cette question, c'est une question centrale, bien sûr en France, bien sûr dans les pays occidentaux, mais bien sûr partout dans le monde. La question de l'accessibilité d'un site est essentielle. Le corollaire, pour finir simplement sur ce petit sujet, c'est dire que un site ne doit pas être non plus noyé sous les flux de visiteurs. Donc il faut avoir une gestion raisonnée et raisonnable des flux de visiteurs. Un petit exemple, dans le dossier de l'UNESCO, par exemple pour le site d'Angkor, il n'était pas prévu d'accueillir plus de 4 millions de visiteurs comme c'est le cas aujourd'hui chaque année. Et donc c'est une question aussi centrale aujourd'hui. On ne peut pas, sans doute, dans un certain nombre de sites dans le monde, accueillir plus de visiteurs qu'il n'y a aujourd'hui. Donc ça veut dire que la gestion et la stratégie d'un site, c'est aussi être capable de dire à un moment, on ne peut plus accueillir plus de visiteurs qu'il n'y en a, donc il faut imaginer d'autres sites, d'autres aménagements,
Et ça, on en reparlera bien sûr tout au long de ce. Alors, il y avait une autre question des internautes. Quel regard, Brice, vous portez sur le développement des robots et intelligence artificielle qui sont censés répondre aux questions des visiteurs de tel ou tel site touristique? Quel regard vous portez sur cette déshumanisation, on va dire? Alors, je crois qu'il faut pas, il faut toujours avoir à l'esprit que la technologie n'est pas une finalité, c'est un moyen. Donc, d'abord, il faut avoir confiance en l'être humain, se dire que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais le vrai bon professionnel du tourisme. C'est un sujet dont on parle depuis de nombreuses années. Alors, bien sûr, il y a plein d'exemples qui sont intéressants. Quand on parle de réalité virtuelle, ce sont des supports formidables pour découvrir des sites, à la fois la reconstitution historique, des choses qui peuvent être des compléments absolument passionnants pour les visiteurs. Donc ça, on en reparlera bien sûr dans ce MOOC, et il y a beaucoup d'interviews sur le sujet. Je vous encourage à regarder notamment les interviews avec Nicolas Barret et Laurent Cage, qui sont des spécialistes de ce sujet. Et quand on parle notamment également d'intelligence, ça peut être des supports tout à fait passionnants, à la seule limite que ça préserve un certain nombre de libertés essentielles à l'être humain. Donc, on en reparlera parce que c'est un vrai sujet. L'intelligence artificielle, vous avez sans doute beaucoup lu ces derniers temps des articles sur ce qui se passe en Chine, sur le permis de voyager en Chine grâce à la reconnaissance faciale dans les rues des grandes villes. Je crois qu'il faut aujourd'hui avoir à l'esprit que, fort heureusement, ça ne s'impose pas partout dans le monde. Donc, l'intelligence artificielle, ça peut être ou la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, ça peut être un support aux visites formidable. Mais il faut déjà vous dire, si vous suivez ce MOOC, que aujourd'hui, partout dans le monde, tous les opérateurs du tourisme culturel recherchent des compétences, des savoir-être, donc c'est-à-dire de l'humain. Alors, on a parlé tout à l'heure d'accessibilité via les transports, mais il y a aussi le confort. Il y a une question qui a été: la France met-elle suffisamment aujourd'hui de moyens à ce jour pour soutenir le secteur hôtelier? Alors, je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos introductif, l'hébergement est considéré, j'y reviendrai peut-être assez souvent, comme la colonne vertébrale d'un produit touristique. Donc aujourd'hui, on le voit, il y a des nouvelles formes d'hébergement qui apparaissent. Donc il y a deux types d'hébergement, hein. Il y a l'hébergement marchand, l'hébergement non marchand. L'hébergement marchand, c'est l'hôtellerie, les chambres d'hôtes, le camping. En France, on appelle ça l'hôtellerie de plein air. Et puis il y a des nouvelles formes d'hébergement marchand qui sont apparues avec des plateformes comme Airbnb qui révolutionnent vraiment l'offre d'hébergement. On a interviewé aussi également dans le cadre de ce MOOC Emmanuel Maril, qui est le directeur général d'Airbnb en France et en Belgique. Voilà, et pour bien comprendre quelle était la logique de ces opérateurs-là. 60 000 offres d'hébergement à Paris pour la plateforme Airbnb. Donc on voit que ici, ça doit répondre à des attentes des consommateurs, peut-être que d'autres professionnels du secteur de l'hébergement marchand n'étaient pas capables d'offrir. Et puis de l'autre côté, vous avez de l'hébergement non marchand qui existe bien sûr, donc c'est les résidences secondaires, c'est l'hébergement dans la famille ou chez des amis, qui constitue aussi une part non négligeable de l'offre d'hébergement. Aujourd'hui, si on va au-delà de la pure question de l'hébergement, je crois que la question du confort, c'est la question de la qualité des prestations. Et ça, c'est là-dessus qu'il faut que vous travailliez, professionnels du tourisme et de la culture. On ne peut plus se satisfaire d'offres purement quantitatives et qui négligent la qualité. Je crois qu'aujourd'hui, le positionnement de l'offre touristique culturelle, à la fois en France, mais surtout celle que vous devez développer en tant que professionnel, c'est vraiment miser sur la qualité des différents segments qui constituent une prestation touristique. Alors c'est vrai, bien sûr, pour les visites culturelles, mais c'est vrai pour l'ensemble des segments. Ça peut partir des transports et des mobilités, de l'hébergement, de la restauration ou des autres types de prestations de loisirs. On y reviendra. Ça veut dire aujourd'hui, pour être très précis, que les différents ministères qui s'occupent du tourisme en France, il y en a deux principaux, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères d'une part et le ministère de l'économie et des finances d'autre part, ont à l'esprit
de façon très permanente qu'on doit monter en gamme l'offre touristique et culturelle en France et que l'hébergement doit aussi monter en gamme. Donc c'est la raison pour laquelle de grandes villes se sont dotées de palaces, d'hôtels 4 étoiles. C'est la raison pour laquelle aussi il y a des offres alternatives qui sont créées. On en reparlera si vous le souhaitez dans les semaines prochaines. Autre question, c'est celle de la médiatisation. Les grands médias laissent-ils suffisamment de visibilité à la richesse de la mosaïque culturelle en France notamment? Alors, je regarde l'heure parce que je pense qu'il nous reste assez peu de temps. Il nous reste combien de temps, cher Boris? Il nous reste 14 minutes. Très bien. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les médias sont totalement indispensables, mais il ne faut pas se contenter de ce que vous voyez dans la presse et de ce que vous pouvez voir à la télévision, sur Internet. C'est-à-dire qu'on a une culture qui est une culture, disons, de la cristallisation sur quelques grands monuments. Pour nos amis africains qui sont en ligne, j'utilise souvent moi une image qui est celle des Big Five, c'est-à-dire quand on visite des réserves en Afrique, par exemple en Afrique du Sud ou ailleurs, beaucoup de visiteurs, à partir du moment où ils ont vu les 5 animaux à voir absolument selon les guides, ils sont contents, ils vont pas voir autre chose. Le tourisme culturel souffre un peu du même syndrome, si je veux dire. Quand on vient à Paris pour la première fois, on va voir toujours les mêmes monuments. Le Louvre, le musée d'Orsay, Versailles, et puis on a additionné d'ailleurs d'autres passages obligés avec Disneyland, à Marne-la-Vallée et maintenant les grands magasins avec les galeries Lafayette. Je crois que la responsabilité à la fois des pouvoirs publics mais aussi des opérateurs publics ou privés du secteur, c'est de dire que aujourd'hui il y a des grands sites qui sont complètement submergés de visiteurs. Le Louvre accueille aujourd'hui 10 millions de visiteurs, c'est le musée le plus visité au monde. Et hormis une ouverture permanente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on ne pourra pas augmenter le nombre de visiteurs. Donc, bien sûr, je crois qu'il faut se dire que les médias mettent souvent la lumière sur les mêmes monuments, mais je crois qu'il faut avoir la curiosité d'aller voir d'autres sites qui sont tout aussi passionnants, qui peuvent être intégrés à des prestations, à des parcours de visite, qui peuvent passionner d'ailleurs les visiteurs. Je crois qu'il faut être totalement curieux et si vous suivez Smooth, j'espère qu'on suscitera votre curiosité et surtout votre imagination à créer, à aller au-delà des sentiers battus. Alors, il y a une question de Vincent R qui nous dit: en tant que futur conseiller de voyage, pensez-vous que l'on peut vendre des parcours culturels de qualité sur la France, autre que Paris, en Asie ou autres pays, sans non plus être hors de prix? Alors, ça, c'est une question qu'on traite en France depuis de nombreuses années, Vincent. Dans toutes les études internationales, on pointe du doigt un défaut ou un déficit de compétitivité du tourisme français. On est la première nation, alors soi-disant en termes de fréquentation, et il faut faire toujours très attention avec les statistiques, donc peu importe le nombre de visiteurs à l'unité près, mais on serait encore, en tout cas la France serait la première destination touristique mondiale. Mais simplement la 4e ou 5e destination en termes de statistiques commerciales. Ça veut dire que on voyage beaucoup en France, mais on dépense moins d'argent, par exemple, que l'Espagne ou qu'aux États-Unis. Donc ça veut dire aujourd'hui, l'un des enjeux pour le tourisme, et notamment du tourisme culturel en France, d'abord c'est élever la qualité des prestations, donc sans doute mieux répondre aux attentes des visiteurs, c'est-à-dire avoir une vraie réflexion sur qui sont les visiteurs, français ou internationaux, avoir une vraie culture du client, développer cela, ce qu'on appelle la CRM, c'est-à-dire développer une vraie réflexion autour des besoins de ses clientèles, et ensuite adapter des offres aux besoins de ces clientèles. C'est-à-dire que, notamment, vous savez, quand on parcourt la France, on se rend compte que beaucoup de gens n'ont pas de culture clientèle encore extrêmement développée. Donc ça, c'est un élément central aujourd'hui. Deuxièmement, c'est le positionnement, ce qu'on appelle le positionnement du prix. Ce qui est très intéressant, c'est se dire que la France, bien sûr, peut être considérée comme une destination chère pour un certain nombre de visiteurs, mais ça veut dire que, vous savez, il faut avoir des offres qui sont ouvertes à tous les types de visiteurs. On ne peut pas accueillir
l'ensemble des touristes dans le monde. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire un choix sur les types de visiteurs qu'on souhaite accueillir en France. Et dans les années qui viennent, la stratégie est bien sûr d'accueillir plus de visiteurs, mais sans doute mieux de visiteurs, c'est-à-dire dans des meilleures conditions. Et là, il n'y a pas de hasard. Si on élève la qualité et si les conditions de visite sont meilleures, le prix sera plus élevé que ce qui existe aujourd'hui. Dernier petit élément sur le prix, on vit une période où on s'est habitué à la notion de low cost, c'est-à-dire le voyage notamment en transport aérien peu cher. Moi, je suis intimement convaincu que les années qui viennent seront des années où le prix du transport aura vocation à augmenter, notamment le transport aérien. Donc, ça veut dire qu'il y aura une incidence sur la tarification des billets et bien sûr sur l'augmentation du prix des prestations touristiques. Donc, vraisemblablement, avec un repositionnement peut-être à imaginer plus de proximité. Ne jamais oublier que le tourisme est une consommation d'abord et avant tout de proximité. 80% des touristes internationaux dans un pays viennent d'un rayon de proximité de 2 à 3 heures maximum de transport, notamment aérien. Nous, en France, nos principaux visiteurs, c'est des Européens. Donc, il faut principalement travailler ces clientèles. Et puis, sur quelques marchés spécifiques, bien évidemment, je le disais tout à l'heure, vous parliez d'ETI, c'est avoir une meilleure connaissance des besoins de ces clientèles-là. Mais aujourd'hui, les clientèles asiatiques représentent à peu près 5% des visiteurs globaux internationaux qui viennent en France. Alors, nous allons devoir attendre la fin de cette première conférence, Brice Dution. Est-ce que parmi les internautes, il y aurait une dernière question autour donc de le tourisme culturel est une mosaïque? Est-ce que vous avez une dernière question autour de cette première thématique? A priori, on a fait le tour de la question. Donc, Brice Dution, je vous laisse conclure ce premier échange. Je remercie les personnes qui sont en ligne encore. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième séance. Donc, peut-être la semaine prochaine, bien évidemment, des questions qui auront été posées et traité par Boris, donc on essaiera d'y répondre le plus précisément possible. Et puis, je ferai, comme cette semaine, en propos introductif, une petite synthèse de quelques éléments sur la deuxième semaine du mois. Donc, je vais rappeler aux internautes donc la thématique. Donc, ce sera le mardi 4 juin de 18h à 18h30, donc avec l'intervention de Brice Dution qui nous parlera des territoires du tourisme culturel en France. Voilà, bien écoutez. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée et merci beaucoup à toutes et tous et à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Bonne fin de semaine à tous. Au revoir. Allez, au revoir.